bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour pour ceux qui ne sont pas encore couchés. Donc on est sur la Geek Ferries, sur le plateau principal. Je raconte n'importe quoi. Donc on est en compagnie de Lars, donc un grand vidéaste connu dans le monde entier, qui prend normalement des millions de dollars pour apparaître devant une caméra, mais il nous a fait le plaisir de venir ici gratuitement aujourd'hui. Mais également et surtout donc Vincent et Michael, donc Vincent Hoffman et Michael Rivière de Capcom France. Qui nous font le plaisir de venir pour nous faire des annonces exclusives, pour nous faire des spoilers, pour distribuer des codes promo, pour télécharger des jeux en démat. C'est quand tu veux, je t'attends. Bonjour à tous dans tous les cas. Bonjour à tous en tout cas. Merci encore à l'équipe de nous avoir invités. Du matin, ceux qui n'ont pas dormi. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Alors, comment ça va bien? Ça va très bien. Nous, la différence, c'est qu'on n'a pas fait de nuit blanche, donc ça peut caler pour nous. Vous avez les yeux reposés, la laine fraîche? Tout à fait. Un petit peu, ouais. Surtout la laine. Avec le café quand même, parce que bon, j'ai pris un café. Avec le café. Du coup, alors, vous êtes venus, c'est pas juste pour faire les oeuvres, hein, vous n'êtes pas venus pour faire des vidéos bizarres de Force. Donc là... Qu'est-ce que c'est les histoires? Il y a des trucs qui se passent en ce moment entre Street Fighter 5, entre Monster Hunter Ultimate, Resident Evil Révélation 2, Resident Evil HD, Remastered. Enfin voilà, il y a trop de trucs qui se passent en ce moment. Qu'est-ce qui vous arrive là On se réveille un petit peu en ce début d'année 2015 pour après se rendormir pour les gros prochains titres qui vont arriver. Donc effectivement, oui, il faut un peu que je tease quand même. Donc effectivement, on a annoncé récemment que Monster Hunter 4 Ultimate, donc la licence Monster Hunter de base, donc c'est Vincent qui s'en occupe. Alors, avant peut-être de dire un peu, on va peut-être aussi dire quelle est un petit peu notre fonction à Capcom. En fait, donc Vincent, il nous a rejoint en août dernier. Il faut savoir que c'était l'un des fans les plus actifs en fait de la communauté Monster Hunter en France. Et donc c'est tout normal en fait d'avoir un community manager spécialisé pour cette licence. Et moi je m'occupe de toutes les autres licences de Capcom ainsi que des relations presse. Voilà. Parce que Michael il aime tout. Il regarde des films de kung-fu indiens super bizarres. Donc du coup ils ont dit bon il aime tout, allez community manager pour toutes les licences c'est bon. Action Jackson c'est le meilleur film de tous les temps. Action Jackson. Regardez le trailer. Qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas. Tu as signé, tu viens là, c'est tout. Vous êtes même pas payé les mecs. Donc alors, toi Vincent, parce qu'avant tu étais sur Radio Nacor TV et tu faisais beaucoup d'événements communautaires. Et comment vous êtes rencontré avec Michael? Ça s'est passé, je crois, à un festival, il me semble. C'est ça, en fait. Si. Ouais, d'une certaine manière, on va dire que la première fois IRL, c'était en festival, oui. Voilà. IRL. On va dire que en faisant simple, c'est Michael a pris contact en fait avec Félicien que je salue du site monster-hunter.fr qui est un site spécialisé justement sur la licence au niveau de l'actualité, etc. Et il est rentré en contact normalement avec Félicien ou c'est l'inverse, je ne me rappelle plus. Alors en fait j'avais posté, c'est à ce moment-là en fait où l'émission Capcom Reporter a commencé à naître et j'avais demandé à la communauté des licences Capcom en fait de se manifester et c'est là en fait où Félicien de Monster Hunter m'a envoyé un énorme pavé pour me dire ouais j'ai vu que vous voulez promouvoir les communautés. Alors, moi je m'occupe de monsterhunter.fr et c'est à ce moment-là en fait où j'ai contacté le fameux Félicien parce que une de nos missions en début 2014 était de renforcer la communauté française de Monster Hunter. Et c'est comme ça que j'ai connu. Et donc du coup indirectement, Félicien a donné mon contact à Michael et puis on a commencé à faire des visioconférences pour commencer à discuter sur différents projets. Et entre autres, le tout premier projet, c'était la venue de Ryozo Tsujimoto, le producteur de la série, le fameux event en janvier dernier. Au Madmaker. C'est ça, au Madmaker. C'est ça, en 3 semaines. La première fois c'était au Madmaker et là récemment, ça a été à quel endroit? Le Cyclone Studio, donc il y avait le producteur et le directeur, donc Ryozo Tsujimoto et Kaname Fujioka. Et malgré la sortie du film Noob au Grand Rex, il y avait quand même pas mal de monde à l'événement. 250 personnes, on a eu au moins, donc voire plus encore. Au moins, voire plus, pour ceux qui... Juste pour ce jeu-là. Juste pour ce jeu, voilà. C'est un truc de ouf, parce que justement, Michael, il cherchait un community manager, donc il avait dit, je crois justement à votre ami commun qui cherchait un community manager, mais comme les locaux de Capcom France et sont à Saint-Germain, ils sont pas très grands, il a dit un community manager, mais si tu connais quelqu'un qui prend pas trop de place. Et du coup, tout de suite, ils ont pensé à Vincent. Oui, tout à fait, puisqu'en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que je suis pas bien grand et je passe très bien à côté de la machine. C'est nickel. La photocopieuse. La nature fait bien les choses. Mais c'est un truc de ouf quand même, parce que c'est vrai que ça a du sens de prendre quelqu'un qui connaît très très bien la licence, parce que c'est plus facile de former quelqu'un aux outils de Capcom qui connaît bien la licence plutôt que de prendre quelqu'un qui maîtrise parfaitement la technique mais qui va devoir tout apprendre. Vincent, on lui sort
On lui montre le début, le bout d'une griffe d'un monstre, et il va nous sortir le nom du monstre en question dans la seconde. C'est un fan hardcore. Quoi. Donc, nous, de ce qu'on a appris dans les débuts de Capcom, Capcom a été précurseur en fait de ça, de recruter justement des gens qui sont vraiment spécialisés dans une licence, donc des vrais fans hardcore, pour justement les recruter pour après promouvoir leur jeu, etc. Après, je tiens quand même à dire que je suis pas rentré comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même eu des tests, des essais. Il y a eu des étapes. Comme ça reste une boîte japonaise, et donc il y a pas mal d'étapes à franchir. Et quand on bosse avec des boîtes japonaises, il y a comment dire, un process hiérarchique qui est assez long pour pouvoir faire quoi que ce soit d'ailleurs, même changer un mot dans une phrase pour promouvoir un jeu, ça peut parfois jouer effectivement. Embaucher quelqu'un, c'est très compliqué. Moi, pour revenir vite fait là-dessus, et on passera à autre chose après, c'est juste pour expliquer quand même le parcours en 2-2. Je suis arrivé donc au mois d'août de l'année dernière. L'histoire pour moi a véritablement commencé, on va dire, au mois de janvier. Mais il faut savoir qu'avant ça, j'avais quand même en 2010 eu l'occasion de rencontrer Ryozo et Kaname sur un événement que Jay Grouard avait organisé, donc qui travaille en freelance. Qui travaillait en freelance pour Nintendo à l'époque et Capcom. Et donc c'est lui qui m'a trouvé sur le net et qui m'a invité pour les rencontrer. Et j'ai rencontré le producteur de Capcom de Monster Hunter qui dit ouais, ça te dirait qu'on se rencontre tranquille quoi. En fait c'était non pas à cette époque-là. C'était en fait justement Jay qui m'avait contacté. Il me dit ouais, j'ai un événement. Jake, le CM de. Non, Jay Grouard. Okay. Donc du coup il m'a appelé, il m'a demandé si je voulais venir, donc je suis venu. J'ai eu l'occasion d'offrir des petites sculptures que j'avais fait justement à Ryozo et Kaname en cadeau. Donc du coup ça les a un peu marqués, et donc mon boss actuel, donc Mao Sugiyama, était présent aussi ce jour-là. Il avait un grade différent. Et au bout du compte, on est resté un peu en contact tous les deux pendant quelques mois après cet événement. Il m'a remercié en m'envoyant des figurines, tout ça. Et puis bon bah voilà, chacun a fait sa route, et en gros en début d'année on s'est revus. Il était assez surpris de me revoir, et pas surpris puisque bon voilà, je suis un grand fan, donc il était content de voir que je continuais un peu mon bonhomme de chemin. Et ce jour-là, donc avec Ryozo, on s'est retrouvé dans un pub pour discuter justement des projets, de la passion qu'on a, etc. Et donc c'était vraiment sympa. Et donc l'histoire, pour moi, mon entrée chez Capcom a commencé à partir de là. J'ai fait plusieurs événements avec Mickaël. Donc Mickaël m'a convié sur plusieurs événements qu'il a réalisés, entre autres d'ailleurs celui des Geek Ferries l'année dernière. Et l'événement final, c'était donc un événement que j'avais prévu avec en grande partie mon propre budget, donc que j'avais mis de l'argent de côté exprès pour ça. Et Mickaël s'est proposé, et donc avec Mao, de finaliser le budget, parce qu'ils ont expliqué gentiment que c'était pas à moi de payer les événements pour que les choses se fassent. Donc ils m'ont soutenu sur ce projet pour le finaliser. Ils ont souffert quand ils étaient au Geek Ferries, et ils dormaient, ils dormaient peu et mal. 42 jours. Et ils enchaînaient le boulot. Enfin, le vendredi c'était au taf, le lundi aussi. Enfin, c'était très difficile. Ouf, ouais. Mais voilà, c'est quand même un boulot de ouf que vous abattez quoi, pour faire les événements communautaires, que ce soit le soir en semaine ou alors le week-end. C'est des semaines de 60-70 heures que vous faites quoi, des fois. Hein. Ça, oui, c'est vrai que ça peut varier. Il y a des semaines qui sont un peu plus calmes que d'autres. Heureusement, ça nous permet de finir entre guillemets à l'heure, où on peut un peu profiter justement. Et le reste du temps, sinon, c'est vrai que ça c'est des grosses semaines, comme par exemple la semaine où j'ai justement reçu Ryozo et Kaname. Effectivement, là, les heures, c'est jusqu'à 23h le soir à la maison pour finaliser le projet, être sûr de ne pas se planter, etc. quoi. Alors, je crois qu'il y a une question, notre cher ami. On a Vas-y. commencé à nous poser... On a commencé à nous poser des questions sur le live. Alors, il y en a 2 pour l'instant. Vous pouvez les poser en dessous du live. Il y a une box. Donc, si vous avez une question à poser, c'est le moment. Alors, la première, c'est... salut les garçons, déjà. Salut. Qui est content d'avoir eu des signatures d'envoyés de Capcom. Alors, une question sur Capcom et spécifiquement Monster Hunter. Ok, c'est pour Vincent. C'est pour moi alors. Vincent, vas-y. Alors, pourquoi la licence a-t-elle filé chez Nintendo? Bisous, signé Yuma. Non, Yuma. Alors, ça, je peux aussi répondre. En fait, je pense que on va pas rentrer dans les détails très clairement, mais on va. Alors il y a de ça, voilà, entre autres, mais surtout aussi autre chose. La Nintendo 3DS est une plateforme qui se vend tellement bien dans le monde qu'aujourd'hui, je pense qu'indirectement, la firme a décidé de jouer la sécurité et le côté surtout ultra multijoueur, parce que c'est vraiment l'idée, c'est pouvoir jouer ensemble entre amis, etc. Donc à savoir quand même, je le rappelle, Monster Hunter 3 Ultimate n'était pas jouable en ligne sur 3DS, où il fallait avoir la plateforme Wii U pour pouvoir y accéder.
Par contre, avec le 4 Ultimate, là, on peut et jouer en local et en ligne uniquement avec la console. Donc, ils ont vraiment favorisé le jeu en multijoueur et en local sur cette console et uniquement cette console. Je le rappelle, le jeu ne sortira pas sur Wii U et c'est justement pour faciliter l'aspect communautaire à l'avenir sur les événements. Voilà. D'accord, pas de problème. Donc en gros c'est pour ça que c'est sorti, enfin c'est passé chez Nintendo, c'est aussi parce que il y avait beaucoup de gens, enfin et beaucoup de consoles qui se vendaient, ils voulaient je pense changer un peu l'expérience du gameplay aussi. C'était un partenariat entre Capcom Japon et Nintendo Japon. Voilà. Donc là à voir s'ils vont renouveler le partenariat suite au succès du jeu. C'était sur 5 ans je crois. Il y a une question aussi sur un exclu qui va faire plaisir à Mickaël. Vas-y, débrouille-toi avec ça. Oh là, vas-y, vas-y. Alors attention, sur Street Fighter 5. Oh putain, c'est Mickaël qui gère. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Attention, camembert jaune. Allez, vas-y. Pourquoi est-ce que Street Fighter 5 ne sortira pas sur, je cite, Xbox One? Sur Xbox Xbob. Non, je suis désolé, il y a écrit Xbox One. Xbox One. Alors, je ne connais pas cette console, c'est peut-être pour ça que ça sort pas. C'est ça. Non. Voilà alors, je pense que c'est une réponse. Alors, là encore, je pense que c'est une décision sûrement stratégique et business parce que le PC, ça se vend toujours, ça marche toujours aussi bien. Et la PlayStation 4 met aussi une belle avancée sur la Xbox One en ce moment également. Donc, alors non, parce que c'est encore sûr et certain, ça ne sortira que sur PC et PlayStation 4. À moins que Microsoft sorte un autre gros chèque derrière. C'est ça. Voilà. Oui, mais alors qu'il n'y a pas de jeu, oui. Mais sinon, pour moi, la PlayStation 4 actuellement, c'est celle qui marche le mieux en termes de nouvelles consoles génération. Donc, ce qui est tout à fait normal d'avoir ce genre d'exclusivité. Il y a un pote qui, alors je peux pas dire qui saigne et dans quelle boîte il bosse, mais il a reçu un mail de Sony qui disait. On aimerait bien que vous développiez des jeux pour la PlayStation 4 parce que en fait la console est en tête des ventes, elle arrête pas de se vendre. Nous ne savons pas pourquoi. C'est écrit comme ça. Oui, c'est déjà, on n'a pas de jeu. Voilà, c'est parce que le parc de consoles, il est démesuré par rapport au nombre de titres qu'il y a disponible pour l'instant. Et c'est vrai que c'est un peu flippant ce que tu dis, mais pourquoi? Enfin, moi, ça a du sens parce que par rapport au nombre d'heures que je peux passer sur une console, j'ai le temps j'ai déjà des jeux en retard sur la PS4, mais c'est vrai qu'il y a des accords commerciaux des fois qui sont passés, on les connaît pas. Et si on les connaissait, il y aurait des NDA, donc on pourrait pas en parler. Mais c'est clairement des accords commerciaux, pas forcément des. S'il y a des failles techniques, elles sont contournables de toute façon. Il faut juste passer du temps dessus et tout ça. Donc c'est la réponse à 89% des questions. Des choix qui sont faits dans le jeu vidéo, souvent la réponse c'est la même, c'est l'argent. C'est soit parce que ça va coûter trop cher, ou soit parce qu'il y a un éditeur ou un constructeur qui a fait des accords commerciaux. Donc c'est pas la réponse pour Street Fighter V, mais c'est probable qu'il y ait eu des choses qui étaient décidées comme ça et que nous, on n'a pas les informations et qu'on on n'aura probablement jamais la vraie version, que la version officielle. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit par rapport aux joueurs 360, enfin Microsoft plutôt, parce que les jeux de combat sont plus joués dans les tournois sur la plateforme de Microsoft, dans la 360. Et donc là, ils émettent un gros doute par rapport si le jeu n'aura pas forcément de lag sur la console PS4 plutôt qu'une Xbox One, etc. Bon, après, ça c'est les PC mettront des manettes Xbox dessus, puis voilà. Alors, oui, bonne idée, tiens, bonne idée. C'est bon, chaque l'idée à million du siècle. Non mais c'est vrai en plus, je reviens sur ce que tu disais, il y avait effectivement un des boss de Sony qui était super inquiet parce qu'il ne comprenait pas pourquoi la console justement se vendait énormément. Après je pense que là les jeux vont maintenant arriver, là à la fin du mois on a les Saints Row, les Dying Light qui vont arriver. Bah oui, mais c'est... La console en rupture quelques semaines après sa sortie alors qu'il y avait une poignée de jeux dessus, tu disais mais qu'est-ce qui se passe? Le hardware est si bien que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, on s'éclate bien sur les menus, c'est le fun assuré. Tout à fait. Tu peux l'acheter, t'as pas de jeu, tu t'éclates dessus, c'est pas de souci. Et puis voilà, donc j'ai rien d'autre à dire sur SF5, à moins qu'il y ait encore d'autres questions dessus. Non. Alors, on vient de recevoir une autre question. Ah, zut! Il n'y a pas de signature, donc c'est anonyme. Est-ce qu'un Tekken 10 X Street Fighter est prévu ensuite à Street Fighter X Tekken? Alors, il y avait Street Fighter Cross Tekken, oui. Arada l'a annoncé au le grand événement de versus fighting en fait du monde aux US. Je me souviens plus du nom comme un idiot. Il a annoncé que Tekken Cross Street Fighter est toujours en cours. Et il y a une vieille déclaration de Yoshinori Ono qui est
producteur de chez nous à Capcom, qui disait dans une déclaration pour un site de journaliste que Tekken Cross Street Fighter ne devrait peut-être pas voir le jour avant 2018. Voilà. Donc c'est après 2017. Exactement. Voilà. Donc ça peut être cohérent avec ce qu'a dit Arada donc au dernier gros event de Versus Fighting. Quand même de 3-4 ans pour développer un jeu de baston, c'est l'Evo, voilà, pardon, l'Evo. Ouais, l'Evo, bah, ils doivent sûrement avoir d'autres projets qui veulent terminer avant d'attaquer celui-là, ça doit être ça, parce qu'ils n'ont pas... déjà là, Bandai Namco, ils ont le Pokémon Tournament, donc c'est un jeu de Versus Fighting sur Pokémon. T'as dit quoi, par contre, j'ai pas entendu. Ils veulent pas forcément déléguer ça à des studios tiers, donc tant qu'ils sont occupés sur d'autres projets, ils peuvent pas attaquer le chantier sur celui-là. Il y a ça aussi, oui. Mais après, voilà, pas de... Il t'entend pas mieux parce que t'as parlé dans le micro. Oui, mais c'est pas grave parce que... Si, je t'ai entendu, je l'ai entendu. C'est pas grave parce que Mickaël, il acquiesce souvent, même quand il n'entend pas, il fait... Oui. Il dit souvent, tu m'étonnes. Mais il le dit tellement tout le temps que des fois tu te demandes si t'as écouté. Il dit, oh putain, mais ce truc-là, c'est un truc de ouf. Tu m'étonnes. Grave. Grave aussi, grave ou tu m'étonnes, c'est au choix. C'est pas faux. Je vais faire un combo. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est vraiment, tu m'étonnes. J'aurais pas dû venir en fait. J'aurais pas dû venir. Si j'avais su, je serais pas venu. Vous y avez déjà répondu. Oui. Le prochain Monster Hunter 4 sur PS4 et PC. Monster Hunter 4 sur PS4 et PC. D'ailleurs, le prochain sur PS4 et PC. Oula, pas de news. Pas de news, non. Non, là-dessus, il va falloir attendre. Déjà, soyez patients, il y a le 4 Ultimate qui sort. Donc, on va commencer par accueillir celui-ci. Voilà. On va déjà accueillir celui-ci, sachant qu'en plus, c'est un jeu qui est vraiment énorme en contenu. Faut savoir que c'est entre 200 et 300 heures de jeu minimum, quoi. Alors, explique-nous qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le 4 et le 4 Ultimate. C'est quoi, tu peux jouer le boss de fin comme dans Street Fighter 2 Prime, là, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, la différence entre le 4 et le 4 Ultimate, enfin, en gros, au Japon, 4 et 4G. Les monstres sont malades. Non, en fait, si vous voulez, c'est une extension déjà. C'est pour ça, dans chaque Monster Hunter, il y a toujours la version première et la version G, qui est une extension du jeu avec soit des nouveaux coups au niveau des armes et éventuellement, bien sûr, de nouvelles armures, de nouvelles armes, de nouveaux monstres et de nouvelles maps, souvent, etc. Donc là où on peut vraiment faire la comparaison, c'est plus entre Monster Hunter 3 Ultimate et Monster Hunter 4 Ultimate. Là où c'est vraiment flagrant, c'est tout simplement au niveau du gameplay. Il y a un véritable changement. On garde, entre guillemets, la maniabilité des armes qui n'ont pas vraiment évolué depuis les premiers Monster Hunter. Ça reste quand même relativement rigide, c'est un Monster Hunter. Si, il y a de l'autolock depuis le 3 Ultimate. Ah oui, depuis le 3 Ultimate, ça existe. Oui, depuis le 3 Ultimate, mon gars. Mais ça devient casual. Mais non. En fait, très sincèrement, ça facilite pas plus le jeu. En fait, si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que ça va pas aider à viser mieux. Ça permet juste le lock de recibler la caméra sur le monstre. Donc ça te permet pas de viser correctement quand tu tapes. Voilà, c'est juste la caméra. Non. Ah d'accord. C'est le lock. C'est pour ça que je le précise. Voilà. Non, justement, c'est ça que je précise. C'est uniquement le lock pour la caméra, donc ça aide vraiment. Non, ce serait trop facile. Donc la différence, elle est plus sur le gameplay au niveau du jeu. Donc en fin de compte, les parties aquatiques ont disparu, donc il n'y a plus de combat aquatique. Et on va avoir essentiellement maintenant des combats sur les hauteurs, donc avec beaucoup d'escalade. Il y a les monstres qui te poursuivent sur les lianes. Il y a possibilité de sauter sur le dos des monstres et donc avec un système de QT, tenir dessus, etc. pour casser des parties dorsales. Mais on peut aussi dégainer ses armes lorsqu'on est en plein saut, donc pour pouvoir infliger un maximum de dégâts. On peut attaquer lorsqu'on est sur les murs. Pour ceux qui se rappellent de la chasse aux œufs, on peut aussi monter maintenant sur les parois avec les œufs. Donc ça c'est assez pratique. Avec un bras et tu montes comme ça. Donc ça c'est amusant. Donc ça on peut le faire. On peut aussi prendre des potions et des rations sur les murs. Donc ça permet de s'éloigner un petit peu pour prendre des potions et des rations pendant que tu chevauches un monstre et que tu le défonces. Non, pas du tout. Juste sur les murs. je précise quand même. Donc, et puis bien évidemment, forcément, de nouveaux coups, et puis les deux nouvelles armes qui sont l'insecte. À chaque fois, l'insectoglaive. Voilà, en fait, j'ai le nom anglais à force d'être passé sur les trucs anglais, donc c'est l'insectoglaive et la Voltohache. Voltohache. Voilà, merci Michael. Voilà. La honte pour un community manager. Mais j'ai toujours la version parce anglaise. Parce que voilà, MH4 est sorti. J'ai dormi 3 heures. Est sorti au Japon, mais pas en Europe. Du coup, là, on a directement la version Ultimate. La version Ultimate qui est sortie également au Japon. Au mois d'octobre.
mi-octobre. Donc en fin de compte, en totalité, ça fait que 4 mois et demi de différence. C'est ça. Ce qui est vraiment très peu. C'est la première Parce fois que tout est traduit, il n'y a rien qui est en anglais, tout est traduit. Exactement, tout est traduit. Et c'est la première fois qu'un Monster Hunter sort en si peu de temps, parce que jusqu'à présent, c'était 6 mois de délai pour un Monster Hunter. Parce que tout le monde arrête pas de troller en disant ouais, mais ça fait plus d'1 an qu'on attend, machin. Non, ça fait juste 4 mois que vous attendez. Alors, ils attendent le 4. Là, effectivement, ça fera que 4 mois et demi qu'ils auront. Mais les gens veulent quand même le 4, hein, je comprends pas. Non, pardon les gens, des fois, ils veulent vraiment le 4 alors qu'il y a le 4 km qui sort après. Voilà, je pense qu'il y a peut-être ça. Non, mais après, c'est vrai que le 4, c'était tellement de révolution que les gens, voilà, c'est l'impatience qui parle. Et plus ça va, plus la date a tardé à sortir. Et donc les gens étaient un petit peu sur les nerfs. Je mentirais pas, je pense que certains qui étaient là à l'événement, peut-être d'ailleurs, encore merci d'être venus pour ceux qui regardent la conférence aujourd'hui. C'était le petit truc, c'est que beaucoup de gens pensaient que l'annonce allait être faite le 10 février, quoi. Et ils sont repartis un petit peu sur les dents parce qu'ils voulaient avoir la date de sortie du jeu. Non, pas du tout. C'est Nintendo après qui devait gérer le truc. Nos vannes sont excellents. Vous avez la date aujourd'hui. Donc c'est bien. Oui, c'est vrai. Alors, question. Quoi, comment ça, nos vannes Avant de poser la question suivante, déjà, je voudrais dire que j'adore l'applique qu'on a juste entre vous deux. Eh ben, c'est nous qui l'avons ramené. Oui, justement, je suis au courant. Je sais, je suis au courant. C'est pour ça que je. Enfin, non, c'est pas pour ça que je le dis, mais. On sait même pas ce qu'ils foutaient dans nos stocks, c'est le pire. Franchement, je trouve ça méga classe. En fait, non, c'est moi qui ai dépecé du dragon et j'en ai profité pour faire quelque chose avec. Tu mets du pétrole dedans, tu t'allumes, ça fait le super applique. Non, même pas. C'est même pas Dragon's Dogma, ça. C'est pas le dragon de Dragon's Dogma. C'est ce que j'aurais pensé. C'est Alchimie Gothic qui fait ça normalement, si je me trompe pas. Il serait un peu plus. La tête est un peu plus différente dans le dragon de Dragon's Dogma. D'accord. Enfin, bref. Donc, la question, c'est ma soeur qui la pose. Donc elle n'est pas écrite sur l'écran. Elle est célib. Alors, quoi donc? Elle est célib. Michael. Non, elle n'est pas célib. Alors ma question, c'est la soeur qui la pose. Vous avez sorti un Resident Evil remasterisé. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus? Pas d'infos. Oula, là ça a été la question piège. Hein. Réponse, donc oui. Donc, il vous manque plus que la date, voilà. C'est ça. Non, honnêtement, il y a. Non mais arrêtez. Oh, dis pas honnêtement. On n'a pas le droit de le dire. Non, alors, plus sérieusement, j'ai pas d'infos sur un éventuel remasterisation d'un ancien épisode qui devrait arriver. Voilà, pas d'infos. D'accord, pas de souci. Et il y en a une autre. Oui. Compenser les directeurs de Monster Hunter en venant au Cyclone avec la fouille qui les accueille en hurlant Monster Hunter. Alors lui, c'est un super fan, je vais lui envoyer un DLC. Non, je n'écrirai pas leur nom, je ne veux pas les massacrer, c'est alors, re-signé très Yunya. sincèrement, il faut savoir que ça s'est pas... faut savoir que l'événement qu'on a fait au Cyclone est un peu l'event number one au niveau du nombre de personnes qui sont venues par rapport aux autres pays. Il faut savoir qu'on est vraiment très loin devant les autres pays au niveau du nombre de chasseurs qui sont venus à l'événement. La communauté Monster Hunter en France, elle est très très importante en fait par rapport à l'Angleterre ou l'Allemagne. Alors oui, en fait, il faut savoir que c'est en France que la communauté est la plus importante en Europe. Et que après, il y a l'Angleterre et... que le jeu se vend plus aussi également en France. Pardon ? Que le jeu se vend plus également en France. Oui, bah c'est ça, c'est pour ça aussi que la communauté est forcément plus grande, puisque il y a plus de gens qui l'achètent. A contrario, Resident Evil est plus fort en Allemagne qu'en France, par exemple. Et donc pour finir quand même à la réponse, les producteurs ont adoré l'événement, ils ont été très surpris en fait, vraiment très impressionnés de voir autant de personnes pour l'événement. Ils ont été très heureux de participer à celui-ci. Kaname, c'était la première fois qu'il participait à un événement communautaire et il a vraiment été ravi par ça et l'accueil que les Français lui ont fait justement. Et voilà, ils nous ont écrit un petit mot dans le livre d'or que je traîne un petit peu partout sur les événements. Et, donc ils étaient 250, c'est ça? Pardon? Ils étaient 250, c'est ça? Ouais. 250, donc tous ceux qui ont acheté le jeu étaient là en fait. Il y a beaucoup plus de personnes. Il y a quand même beaucoup plus de personnes. Donc en gros, si vous voulez, voilà, je sais qu'ils aiment la France, ils l'ont clairement dit, ils l'ont exprimé, et je pense qu'ils reviendront cette année encore pour un événement. Je pense Japan Expo ou autre. On croise les doigts, on espère. Les communautés françaises en général sont très démonstratives, que ce soit pour les jeux vidéo, pour la musique, pour les web-séries. C'est vrai qu'il y a l'engouement, ça se voit tout de suite. Donc les producteurs, surtout les Japonais, qui ont l'habitude d'avoir des publics qui sont plutôt réservés par rapport à ce genre de choses, ils se prennent vraiment l'engouement de la foule en plein la figure dès qu'ils débarquent sur un événement parisien ou en province. Exactement, c'est ça. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'en France, on a cette chance que à chaque fois qu'il y a un événement
où des Japonais sont présents, la foule française est toujours, voilà, on est là, on est dynamique, je pense, on exprime notre joie, et à la différence peut-être des Allemands et des Anglais qui sont un peu plus calmes. Ils mettent en voiture pour venir aux events. Oui, bah oui. J'ai venu à pied pendant une semaine depuis le centre de la France. Oui, certains viennent prendre la voiture. Par exemple, c'est un exemple assez extraordinaire. C'est sur l'événement que j'avais fait à Quimper en tant que fan avant que je sois pris chez Capcom. Il y avait quand même Lynn et Manu de la Sphère Ultime qui sont des gros fans de la série qui habitent en Lorraine et qui ont fait la Lorraine jusqu'en Bretagne, puisque je suis un petit breton. Ils sont venus jusqu'à Quimper. Petit, je confirme. Pardon ? Petit, je confirme. Petit, tu confirmes, effectivement. Et donc du coup, ils sont venus. Il y avait quand même des personnes de la région de Chablis. Il y avait donc après, un peu partout dans la Bretagne, Nantes. Il y avait Le Mans. Enfin voilà, c'était vraiment assez impressionnant. J'ai été impressionné parce que je m'attendais pas à ce que des gens fassent autant de route pour l'événement. Et c'est ce qui m'a, je pense, un petit peu aidé à gagner cette place en tant que community manager chez Capcom France. Mais aussi, les communautés, c'est ce qui est super ouf, c'est que ils viennent cosplayer. Mais on parle de Monster Hunter, donc Resident Evil. Tu as un peu d'équipement de Airsoft, tu te fais un cosplay en voilà, ou alors c'est les habits de civil Resident Evil, ou de militaire. Monster Hunter, les mecs, ils te font les armures en écailles de dragon et ils se pointent comme ça, ils mettent tout soit dans la voiture ou soit dans des grosses valises dans le train. Exactement. Pour venir en TGV. C'est vrai. Donc du coup, les mecs, ils sont motivés, quoi. Et du coup, c'est encore plus impressionnant de voir des fans qui sont à fond sur ce type de jeu, parce que tu vois le temps qui passe sur des costumes. Même toi, tu fais aussi des armures en carton et tout ça. J'ai arrêté. T'as envie de toucher, tu te dis mais c'est pas possible. Attends, c'est en quelle matière ton truc? C'est un truc de barge. Ton micro, je crois. C'est pas une question, c'est une petite réflexion personnelle. Je pense qu'il faudrait vérifier un jour si les fans les communautés de contenu japonais sont plus expressifs que les autres, parce que c'est vrai que souvent les créations les plus impressionnantes sont sur justement des choses plus nippones qu'ailleurs. Bon, en même temps, si tu veux faire un cosplay Rayman, merci. Les bras, Laurent, je te verrais bien en Rayman. Si tu fais un cosplay Rayman, tu mets du fond vert sur tes bras et c'est bon. Tu te recouvres de peinture, tu fais cosplay Just Dance. Avec de très gros aimants, Rayman, c'est peut-être possible. Mais vas-y. Bon, enfin bref, on en a une à laquelle vous avez en partie répondu. D'ailleurs, il suggère la réponse de l'argent à sa question. Oui. Vous avez le droit de l'envoyer bouler. Alors, le fait que vous sortiez peu ou pas de nouvelles licences vient-il du fait que vous ne voulez pas prendre de risques? C'est pas ça. C'est que dès l'année 2006-2007, donc dès que Capcom est rentré dans la course sur 3.6 et PS3, donc en lançant des grosses licences, la nouvelle licence qu'on a sortie, c'était Lost Planet. Direct d'un coup. À un moment, Capcom voulait vraiment de plus en plus s'internationaliser avec des studios vraiment en interne, racheter des studios. Par exemple, Capcom Vancouver, à la base, c'était un studio qui s'appelait Blue Core Studio, un truc du style, en Californie, et c'est eux maintenant qui s'occupent de faire les Dead Rising. Pour la section mobile, puisque Capcom veut se renforcer de plus en plus sur le mobile et sur les jeux en ligne. On a racheté donc le groupe Beeline, donc c'est un studio qui fait des jeux mobiles, qui s'occupe, pour ceux qui ont peut-être déjà joué aux jeux Snoopy et les Schtroumpfs par exemple sur smartphone et tablette. Et à un moment donc on a lancé effectivement de nouvelles licences comme l'incroyable Dark Void que tu kiffes, Laurent. Il y avait des bonnes idées en fait. C'est comme sur Resident Evil Operation Raccoon City. Il y a des bonnes idées, mais après au niveau de l'AREA, tu te dis ouais, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Brad Pitt voulait faire un film. Ouais, j'ai appris ça en interne. J'attends toujours de voir. Voilà, on avait lancé Spiceborgs aussi sur Wii également. Tu sais, le jeu en beat'em all avec des robots. Je t'en souviens. Voilà, donc on avait quand même lancé quelques nouvelles licences. On avait Zaki Wiki que tout le monde avait apprécié également. Wiki, c'est un truc de ouf. Ça c'était génial. Ça c'était vraiment génial. Bombe, ce jeu, et puis à un moment, non, on était toujours quand même ouvert assez de nouvelles licences. La dernière qu'on a faite c'était Remember Me. Et donc à un moment, Capcom Japon a dit maintenant toutes les nouvelles productions, futures productions vont se faire en interne. Donc maintenant tout sera fait en interne. Même si on ne ferme pas la porte à une éventuelle coopération externe. Par exemple, pour Street Fighter, pour le 4 et le 5, c'est fait par Dims Studios, ceux qui ont fait les Dragon Ball sur, je crois que c'était les Budokai Tenkaichi, non, les premiers Budokai sur PlayStation 2. C'est eux qui s'occupent depuis Street 4 de la licence Street Fighter avec Yoshinori Ono. Voilà. Mais surtout qu'en fait, si
le truc que je constate sur Facebook, c'est que tu déplais toujours à quelqu'un parce que tu as une grosse communauté. Et quand tu fais des nouvelles licences, les joueurs ils vont dire ouais, mais quand est-ce qu'on a un nouveau Resident Evil et quand est-ce qu'on a un nouveau truc, un nouveau ceci, un nouveau cela, parce qu'il y a tellement de licences de ouf. Enfin, vous avez Devil May Cry, vous avez Mega Man, Phoenix Wright, Street, tous les Marvel. Enfin, maintenant c'est à Disney, mais il y a tellement de licences fortes chez Capcom que du coup, quand on fait du nouveau contenu, les gens disent ouais, mais les autres licences, quand est-ce qu'on a un nouvel épisode? Parce que Megaman, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un. Et quand on se concentre sur les licences qui sont fortes et qui ont des grosses communautés, les gens demandent du contenu frais. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que tu as un nombre de salariés limité. Donc après, tu peux déléguer à des studios tiers. Mais du coup, tu es un peu à distance et c'est compliqué de garder la main sur une production quand elle est loin, quoi. Je reviens dessus justement par rapport aux salariés pour appuyer le fait que Capcom veut vraiment faire que des jeux vraiment en interne. Ils ont investi plus de 80 millions d'euros, donc je ne sais plus combien ça fait en yens, sur 2 gros buildings à côté du siège en fait de Capcom Osaka. L'un des premiers. C'est bien, tu l'as bien prononcé. T'as vu? Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Non, donc l'un des premiers buildings devrait être opérationnel, normalement ce mois-ci ou le mois prochain, pour accueillir déjà 500 développeurs. Et le deuxième building devrait être prêt pour début 2016 aussi, pour en accueillir 500 autres. Le but de ces recrutements-là, c'est d'avoir entre guillemets plus de 2500 employés qui travaillent directement en R&D pour nous renforcer dans tout ce qui est sound design et motion design. Donc on recrute les 1000 développeurs sur 10 ans. Voilà. Donc ça fait beaucoup. Ça va, franchement ça va. En fait aussi ce qui se passe, c'est qu'au Japon, on nous dit souvent que le jeu vidéo japonais est mort. En fait non, il connaît un nouvel essor. C'est grâce justement à tout ce qui est divertissement machin. Pourquoi tu souris? Parce que je me rappelle qui a dit ça. Ah voilà, ouais. Oui, je vois de qui tu parles. Non, mais en gros, Capcom et pas mal d'autres éditeurs en fait font des applications qui marchent très très bien sur une plateforme dédiée au Japon qui s'appelle Line. Dès que le jeu marche vraiment bien, un tiers des revenus qui sont récupérés est investi dans la production de jeux AAA, tout simplement. Donc on est toujours en attente de voir si on va toujours faire des suites à des grosses licences ou des spin-offs ou alors carrément créer de nouvelles licences. Mais là, sur PlayStation 4, on fait Deep Down, qui devrait normalement prochainement arriver. C'était Keiji Inafune au TGS une année. Il avait dit le jeu vidéo est mort. Le jeu vidéo japonais est mort. Il était en cosplay Dead Rising 2 et du coup il s'est fait taper sur les doigts. Et l'année suivante, il était revenu. Il avait dit ouais, l'année dernière j'avais dit que le jeu vidéo japonais est mort. Ouais, non, j'avais peut-être un peu exagéré. Il va mourir bientôt. Le mec, il est là, c'est un gamin. Tu vois, les gars. Non, mais le pire, c'est que pour Keiji Inafune, même s'il a reçu un super succès pour son Mighty No. 9, il a quand même dit si jamais le jeu veut être édité par Capcom, moi je veux bien. Tu vois. Donc il ferme pas la porte encore à être embauché pour Capcom, quoi. C'est vrai que le jeu vidéo japonais, il a clairement évolué. C'est vrai que quand tu vas au TGS, moi j'y suis allé en 2012, ça remonte un peu. Mais déjà à l'époque, au Tokyo Game Show, pas le Toulouse Game Show. Voilà. Ah non, on a bien compris. Et le stand le plus gros, c'était pas celui de Sony, c'était le stand, j'ai oublié le nom, mais c'était un éditeur de jeux pour téléphone mobile. Gris, c'est ça, Gris. C'était le stand le plus gros de tout le Tokyo Game Show. C'était des jeux pour téléphone portable avec des micro-paiements. C'est parce que ça cartonne là-bas et le jeu vidéo, console, que ça salon ou portable, baisse et le jeu vidéo sur téléphone mobile, c'est en train de s'envoler. Et c'est vrai que moi ça me fait chier. En même temps, c'est vrai que faut que les joueurs prennent conscience qu'ils ont leur part de responsabilité dans l'évolution du jeu vidéo. C'est-à-dire que tout à fait. Il y a un impact très important dans l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'en gros, on a le marché du jeu vidéo qu'on mérite. S'il y a un jeu qui est tout pourri, si on l'achète en se disant bah, de toute façon il faut bien que je l'achète parce que sinon j'y jouerai pas, et les mecs ils vont voir les chiffres, ils vont se dire oh putain il s'est encore plus vendu cette année. Enfin, tout le monde n'arrête pas de troller les Resident Evil, le 4 et le 5, ça fait partie de ceux qui se sont le plus vendus. Je dirais le 5 et le 6. Le 4 encore ça va. Le 4 encore ça va, mais le 5, c'était le 5 à l'époque avant que le 6 sorte, c'était celui qui était le plus vendu. Oui. Et les gens disent oh c'est de la merde, c'est le pire le 5 machin. C'est celui qui s'est le plus vendu. Pourquoi vous voudriez qu'ils fassent autre chose que du TPS? Ils n'ont jamais vendu autant de Resident Evil que depuis qu'ils font ça. Donc si vous voulez qu'ils changent, envoyez-leur des signaux. Voilà, on l'a bien vu avec les ventes de RO6 justement à un moment Capcom, je me souviens quand j'étais en stage là-bas, Capcom voulait atteindre 7 millions d'exemplaires durant la première semaine, enfin durant les premiers mois de commercialisation de RO6.
Il s'en est vendu 4,7 direct. Et donc du coup, Capcom n'a vraiment pas très bien compris ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là où ils ont vraiment pris conscience, le vrai retour des fans en disant ça n'allait pas, ça allait, ça allait pas, ça allait pas. Donc c'était une vraie claque quelque part parce qu'ils se sont dit voilà, on peut faire toujours un vrai R6 un peu pour dire ok, on va vous remettre du survival, toujours en gardant un peu le côté action, même si le côté action est un peu plus, pour moi, un peu plus prononcé que l'aspect survie. Mais donc là, du coup, Capcom a vraiment ouvert grand les yeux. Ils ont fait OK, là, il faut qu'on fasse vraiment quelque chose pour que la série aille de mieux en mieux pour les prochains titres, quoi. Voilà. Faut comprendre que Capcom, c'est géré, surtout les licences comme Resident Evil sont gérées par Capcom Japon. Toutes les licences. Toutes les licences. Sauf Capcom USA qui gère Street Fighter et il me semble Megaman. Je suis pas sûr. Comment ça, tu sais pas? Parce que des fois, dans certains jeux Megaman, tu vois le copyright Capcom Japon ou alors le copyright Capcom USA. Donc du coup, je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Mais du coup, tout ça pour dire que les Japonais sont évidemment à l'écoute des fans, mais ils sont aussi à l'écoute des chiffres. Et, ils sont pas là pour perdre de l'argent. Et si en injectant 2 millions de dollars dans un jeu, d'un côté avec un choix, ils vont en récolter 3 millions et de l'autre côté, ils vont récolter 5 millions, et ben ils vont faire le choix où ils en récoltent 5. C'est pas les commentaires que vous allez mettre sur Facebook qui vont forcément les faire changer d'avis sur les chara design, le game design et tout ça. Il faut aussi comprendre la logique des choix qui sont faits en interne. Ça les intéresse pas de faire un jeu qui se vend pas. Ils aiment pas perdre de l'argent du tout. C'est vraiment, ils vont suivre le public, mais pas forcément les commentaires Facebook. Ils vont plutôt suivre les chiffres de vente et voir sur quels épisodes les gens préfèrent jouer. Comme est-ce qu'ils sont plus sur les rail shooters sur Wii, est-ce qu'ils sont plus sur les TPS sur Next Gen, est-ce qu'ils sont plus sur des applications mobiles avec des petites features Resident Evil. C'est vraiment ça qui va être déterminant pour les choix des producteurs. Le seul pour moi qui n'a pas vraiment fait de fausses notes, c'est Monster Hunter. Hein, parce que pour le coup, c'est une licence qui a toujours bien progressé vers l'avant. Hein. C'est la même formule, mais toujours améliorée. Tout à fait, ouais. Alors, du coup, moi, ça m'amène à une question que je voulais poser depuis quelques minutes, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler du retour communauté. Oui. Des commentaires sur Facebook, des trolls, des réactions. Est-ce que je pose c'est un peu à tout le monde. C'est pas vraiment une question Capcom, c'est plutôt en votre position en tant que studio de jeux vidéo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces dernières années, les communautés ou les internautes ou les joueurs sont devenus soit plus exigeants, soit plus assassins dans leur réception des jeux? Je trouve que tu en as un peu des deux en fait. C'est que des fois, des fois c'est souvent des mecs qui savent pas de quoi ils parlent, donc du coup ils vont vraiment s'arrêter. Par exemple, tu vois, je diffuse la première vidéo là du remake là, enfin ouais, de Resident Evil remake. Il va la voir, il va être super assassin. Donc pour lui, la première impression c'est nul, tu vois. Alors que quand le mec qui va vraiment s'investir dans le jeu, qui va avoir la chance de pouvoir l'essayer, etc. Lui, il sera plus crédible parce qu'il aura un meilleur argument que le rageux de base qui va juste foutre la merde, quoi, tu vois. Moi je trouve que dans ce que je vois dans les commentaires, c'est vraiment de tout, quoi. T'as vraiment des passionnés qui veulent vraiment que la licence devienne mieux qu'auparavant. T'en as qui vraiment n'ont plus froid en rien et donc se lâchent vraiment. Enfin, t'as vraiment de tout en fait. T'as vraiment de tout. Vincent? Je suis d'accord avec Mickaël. Maintenant, après, c'est pas faux. C'est pas faux, exactement, t'as tout compris. Non, moi, ce que je pense aussi, c'est que effectivement, l'évolution. Après, faut savoir qu'aujourd'hui, Internet, c'est tellement démocratisé que on a tous notre opinion sur les choses qui se passent, que ce soit sur le jeu vidéo, sur les événements liés au jeu vidéo. Et donc, forcément, la communauté aujourd'hui a un poids qui est beaucoup plus lourd qu'il y a 5 ou 10 ans, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, elle a un intérêt. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des jobs comme les nôtres qui existent maintenant. C'est aussi pour écouter les fans, pour essayer de les comprendre et faire remonter, nous, les informations quand besoin est, ou pour essayer d'expliquer ce que eux parfois n'arrivent pas à comprendre. C'est que parfois, ils sont insatisfaits de certaines choses et on leur dit, écoutez, on peut comprendre que vous soyez insatisfaits, mais il faut aussi comprendre de l'autre côté comment ça marche aussi. Faut pas oublier que eux ce sont des joueurs et qu'à côté de ça, nous on a forcément une licence à vendre entre guillemets. Donc
il y a la réalisation, le développement et tout ce qui va avec. Donc forcément, certes, il y a des choses qui ne plaisent pas parfois dans les jeux, mais il y a aussi beaucoup de choses positives que l'on peut retrouver. Et moi, je regarde dans la majorité du temps, on a toujours, il y a toujours des trolls, de toute façon, on le sait pertinemment, mais on a quand même une super communauté sur nos jeux chez Capcom. Et voilà, moi je sais qu'il y a des mecs sur les événements qu'on réalise qui sont toujours à dire ouais, les événements c'est pas terrible, c'est pas machin, mais parce que ce sont pas de véritables fans. Ce sont des joueurs, des gamers, mais qui ne sont pas forcément fans de l'univers du jeu. Monster Hunter, c'est tellement riche. Au niveau de l'univers, c'est un truc. Je pourrais en parler des heures, même une journée complète. Il y a tellement de choses à dire. Monster Hunter durant tout le week-end Geek Ferry, si tu veux. Voilà. Pardon ? On peut faire une conférence Monster Hunter tout le week-end Geek Ferry. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a les gamers et il y a les fans. Je pense que c'est deux choses qui sont bien différentes. Et lorsqu'on fait un événement, il y a les gamers qui viennent pour jouer. Et il y a les fans qui sont là pour jouer, mais qui sont là parce qu'on va parler de l'univers, parce qu'on se retrouve entre nous, qu'on va avoir des petites choses qui sont liées à l'univers. Par exemple, quand on fait des boissons, des méga potions, des petits cocktails, tout ça, donc c'est que des références au jeu. Quand j'essaie de ramener des petites décorations aussi qui font référence au tableau de quête, etc. Le jeu de plateau aussi que j'ai en partie réalisé, donc qui s'appelle La Chasse au Darren Moran, qui est clairement repris de l'univers du jeu Monster Hunter. Enfin, tout ça, c'est l'univers. Donc, si on n'adhère pas à l'univers et qu'on est vraiment que sur le jeu vidéo, forcément, on peut que troller, entre guillemets, ce genre d'événement et ne pas voir plus loin le bout de son nez. C'est un peu comme un festival où tu as les fans, par exemple, de vidéastes comme Antoine Daniel ou Mathieu Sommet. Tu as celui qui va venir pour faire ses 3 heures de queue, avoir sa signature et partir. Et tu as celui qui va venir dans le festival pour rencontrer tous les fans, pour discuter avec eux, pour dire putain t'as vu cette vidéo, machin, et discuter du programme, échanger avec les autres fans de l'artiste. Voilà, et exactement. Monster Hunter c'est un peu pareil, quand il y a un événement communautaire, on n'est pas là pour faire une soirée presse. On est là pour faire un événement communautaire pour que la communauté se rassemble et puisse échanger, dire ah putain c'est génial, fais voir ta collection, oh putain t'as ça sur ton étagère, moi j'ai pas réussi à avoir ce coffret à la collector, tu l'as commandé où? Des échanges comme ça entre fans, et c'est pas juste pour tester le jeu pour savoir est-ce que graphiquement ça tient la route ou est-ce que c'est nul. Voilà, exactement. La plupart du temps c'est plus ces commentaires là qu'on a, franchement c'est nul, ça va pas vite, c'est pas fluide, c'est rien du tout, alors que quand on met la manette à ces mêmes personnes là qui commentent sur le net, on leur file le gamepad, le mec il joue, le mec il fait en fait ça va, il est cool, mais c'est tout le temps comme ça en fait. Plaisir de jeu, tu l'as que quand tu joues, de toute façon. C'est ça le mec. Après, c'est vraiment stupide. Faut pas oublier une fois de plus, moi c'est ce qui est aussi stressant aujourd'hui au niveau de la licence Monster Hunter, et c'est là où c'est très dur, c'est que c'est pas un Call of, c'est pas un Tomb Raider ou quoi que ce soit d'autre comme ça, c'est un Monster Hunter. Moi je pense qu'aujourd'hui la presse qui ont des jeux, malheureusement pour beaucoup ne savent même pas y jouer quoi. Ils savent même pas ce que c'est. Ils arrivent, ils vont jouer pas farmer, 3 heures ou 5 cogner heures sur un monstre pendant un quart d'heure, très ça va sincèrement, vite te saouler. Voilà, non, mais très sincèrement Laurent, je veux dire, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui écrivent des articles vont jouer à certains jeux 5 heures, et 5 heures c'est largement suffisant pour voir ce que le jeu vaut. Un Monster Hunter, en 5 heures tu ne fais rien. C'est pas compliqué, Monster Hunter. Non, mais faut au minimum pour avoir un retour sur le jeu. Et quand je dis vraiment au minimum, et je suis gentil, c'est au minimum 20 heures de jeu. Et aujourd'hui, pour moi, si tu veux vraiment découvrir ce qu'est un Monster Hunter, il faut passer tes 70 heures dessus. Tu veux faire un article dessus pour comprendre à quel point il est énorme le jeu, pour comprendre à quel point ça va tellement haut dans le jeu quand tu vois tous les petits détails qu'il y a dans le jeu. Non mais très clairement, Monster Hunter 4 Ultimate par rapport à tous les autres, c'est le jeu où les journalistes devraient passer le plus de temps. Parce qu'en fin de compte, il y a tellement de références aux anciens opus, et en plus, il y a tellement de nouveautés que si tu passes pas un minimum d'heures dessus, tu ne peux pas parler du jeu. C'est clair et net. De toute façon, dans les jeux comme, je termine dessus, les jeux type comme justement Monster Hunter qui sont des actions RPG, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, on en parlait la dernière fois. C'est un peu un Monster Hunter 4 Ultimate aujourd'hui, c'est un crossover entre un hack and slash entre guillemets et un MMO. Voilà. Pour des jeux comme ça, il faut vraiment ça passer plus de temps, parce que quand tu lis les previews qui sont sortis récemment, tu dis ok d'accord. Alors qu'un jeu style Resident Evil ou un jeu first person shooter, voilà, en 5 heures 6 heures tu peux te faire déjà un premier avis. Question tu avais? Alors non, c'était juste pour dire que oui, mais du coup là on tape un petit peu dans toute la difficulté du métier de journaliste de jeux vidéo, c'est justement... Et des fans entre autres aussi justement, parce que tout ça c'est relié au bout du compte, parce que une fois de plus le fan va lui connaît la licence,
et va pouvoir la porter et savoir où sont les problèmes. Les journalistes, eux, connaissent pas forcément pour certains la licence, ou la connaissent parce qu'ils ont fait les anciens opus, mais ils font à chaque fois la même erreur, pour beaucoup, c'est de n'y jouer que très peu de temps. Et donc du coup, forcément, la critique ou l'article va pas forcément être complet pour moi. C'est le problème du média aussi, c'est le problème de la presse spécialisée, c'est qu'il faut être le premier à pondre son article, sinon tu auras que les miettes au niveau des clics. C'est ça. Après, moi, dans ce que je vois dans mes relations presse, il y a beaucoup de journalistes qui sont très, très fans de Capcom. La plupart d'entre eux sont des gros fans de Resident Evil. Mais malheureusement, pour faire leurs tests, ils savent très bien qu'ils vont pas être objectifs. Donc ils vont soit mettre des 17 ou des 18 directs. Donc ils sont obligés de passer par un autre membre qui connaît la licence entre guillemets de loin, mais voilà, qui sera toujours épaulé par le journaliste qui connaît la licence pour justement lui égayer sur certains points. Après, il y a deux choses dans la partie journalistique. Tu as la partie qui est c'est concret. Je veux dire, on parle du jeu, il y a telle ou telle chose dans le jeu, il y a telle et telle nouveauté, etc., etc. Je suis tombé sur certains articles là actuellement, puisqu'il y a des gens qui en ont parlé. Voilà, je donnerai pas mon opinion directe. C'est juste qu'ils ont oublié plus de la moitié du jeu de parler de certaines choses qui sont dans le jeu. Donc forcément, tu peux pas prendre un article comme ça au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué parce que les gens qui vont lire ça, ils vont dire ah ouais, en fait il n'y a pas grand chose de changé. Mais parce qu'ils n'ont pas assez joué, ils n'ont pas vu jusqu'où il y avait des changements. Pire que ça, ce qui m'exaspère le plus quand je lis certaines critiques de jeux vidéo, c'est quand on fait une remarque, enfin le testeur fait une remarque ou un reproche mais qui est complètement déplacé. Du genre, c'est nul, ils ont changé ça, ils ont mis ça à la place, et donc je veux l'autre à la place. Alors on se rend pas compte. Ça me rappelle l'affaire Alone in the Dark, le dernier Alone in the Dark qui était sorti sur 3.6 et PS3, qui a vraiment de bons arguments. Et en fait, c'était, c'était la journée de JV.com qui a fait un gaming live dessus. Et le problème, c'est que tu sais, je sais pas si tu as joué au jeu, mais tu as des. Je sais pas si tu as déjà joué au jeu. Alors en fait, tu as entre guillemets des ennemis qui s'appellent des fissures. En gros, voilà, donc ils font des fissures au sol, ils te poursuivent, etc. Et en fait, tu peux les buter si tu mets du feu. Voilà. Pour tous les monstres dans le jeu, si tu mets entre guillemets de l'alcool, enfin des cocktails Molotov, ou que tu mets des balles induites d'alcool, etc. pour faire des tirs incendiaires, tu peux les buter. Et le mec dans son test, il disait que aucun monstre dans genre de ce style-là, donc le style des fissures, tu pouvais aucunement les battre. Alors qu'en fait, si. Tu vois, il se fait défoncer. Excuse-moi. C'est juste pour dire que du coup, vous allez devoir laisser la place à la Ghost Company parce qu'il est 14h. Donc du coup, si vous voulez finir... Dommage, et puis, j'aurais essayé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le Twitter officiel de Capcom France. Ça donnera plein de travail à Mickaël. J'ai cru comprendre que vous restiez avec nous jusqu'à la fin là maintenant. Complètement, donc ils vont se caler sur un ordinateur, on va faire des hashtags quelques heures encore aujourd'hui, effectivement. Désolé à celui qui avait posé une question, je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Allez, vas-y, vite fait. Comment est-ce que Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. Oui. Allez, une dernière question. Fais vite. Comment est-ce que Capcom réagit et ou va réagir par rapport à Mighty numéro 9, décrit comme successeur de Megaman? Alors, je sais pas comment ça se prononce, de Keiji Inafune ou un truc comme ça. C'est Keiji Inafune. Alors, oui, alors pour Mighty Number 9, c'est très très simple. Capcom est très regardant dessus depuis que le Kickstarter a eu un franc succès. Donc on va voir comment ça se passe. Et si jamais, après le truc c'est que tu as 70 personnes qui ont, ou je sais plus combien de personnes, 2 milliers de personnes, ils ont mis à peu près en tout 5 millions ou 2 millions de dollars dessus. Mais est-ce que après ça va aider à ce que le jeu va se vendre sur les différentes plateformes? À voir, tu vois. Donc on a de voir comment le jeu va bien se vendre. En gros, si le jeu marche, vous le descendez par copyright. Ah non, je plaisante. D'accord, c'était un gros plan. C'était le gros plan. Non, aucunement. Non, actuellement, on est quand même très regardant de ce que fait Keiji Inafune depuis qu'il est parti aussi. Enfin, Capcom est très regardant de ce que font les anciens de Capcom. Exactement. Ouais. Un truc, voilà. Shinji Mikami, il a fait un jeu qui est pas mal, ça s'appelle The Evil Within. Mais moi j'aime bien Evil Within. Ouais, on est beaucoup dans Capcom. C'est chez Bethesda pour faire. Voilà. C'est vrai que t'es passé chez Bethesda, ouais. Non, et puis plus sérieusement, je plaisantais. Oui, non, mais aucun souci, non, t'inquiète pas. Non, parce que j'ai le mal à l'aise. Non. Il y a aucun mal à l'aise avec ça. Eh bien, pas de souci. Bien écoutez. Ça arrive à sa fin, ça y est. Twitter de Capcom France, Mickaël, pour poser des questions. Voilà. N'hésitez pas pour Monster Hunter à vous rendre sur Miiverse aussi. Twitter.com, c'est ça, /Capcom_France. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé la. N'hésitez pas aussi pour les fans de MH à poser vos questions ou nous rejoindre sur Miiverse, sur la chaîne YouTube bien évidemment, où Mickaël fait ses émissions, ainsi que les chroniques de Monster Hunter. Voilà, donc, on fait nos émissions. Voilà. Sinon, donc n'hésitez encore merci. pas à poser des questions directement à Mickaël par SMS au 06 06 27 23. Quand même pas. Et puis. merci de nous avoir suivis. Oui, merci. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Puis de toute façon, on se retrouve sûrement sur les autres flux.
Et Geek Ferries cette année, par logique. Oui, normalement. Si tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà.